Est. Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous pendant cette 7e édition de BIG sur le campus Proche et Moyen-Orient. Pour rappel, toutes les sessions sont diffusées en live sur le site de big.fr et seront disponibles en replay sur YouTube. Je suis Marie-Catherine Mollet, chargée de développement export, Moyen-Orient, Turquie et Asie centrale, et je suis basée à Dubaï. Et donc nous allons continuer nos ateliers avec un atelier sur les marchés du Proche et du Moyen-Orient. On va étudier leurs similarités et leurs différences avec Frédéric Szabó. Frédéric, bonjour. Bonjour Marie-Catherine. Vous êtes directeur zone Proche et Moyen-Orient chez Business France, qui est l'agence nationale de l'internationalisation de l'économie française. C'est bien dit. Vous êtes basé à Dubaï donc depuis 2 ans. Tout à fait. Et vous êtes en charge de 12 pays sur la zone. C'est ça. À la lumière de ces 2 années que vous avez passées aux Émirats Arabes Unis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les similarités et les différences de ces marchés à la lumière des 12 pays que vous gérez aujourd'hui? Écoutez, c'est un sacré défi que vous m'avez proposé, Marie-Catherine. Je vais m'efforcer d'apporter quelques points de lumière sur cette zone qui, de point de vue de la France, de l'Europe, peut parfois paraître un peu complexe. Et c'est une réalité, elle a ses complexités. Donc simplement pour vous rappeler les 12 pays sur lesquels Business France a aujourd'hui une couverture. Bon, déjà on peut en sortir 2, il y a l'Irak et puis l'Iran sur lesquels nous ne conduisons à ce stade aucune opération et c'est tout à fait naturel. L'Iran parce qu'on ne serait pas dans notre rôle et dans nos responsabilités à encourager des PME à aller sur un marché qui est fortement sanctionné. Et puis l'Irak pour des questions de sécurité. Les marchés existent, il y a effectivement un certain nombre de programmes de reconstruction, mais en revanche les surcoûts liés à la sécurité pour des PME sont assez compliqués, sont assez difficiles à supporter. Donc au-delà de ces 2 marchés sur lesquels on est plutôt en mode surveillance, eh bien on a le marché du Liban, bien sûr, mais qui là aussi, cette période est très compliquée. Très compliqué parce qu'il n'y a pas encore suffisamment une gouvernance qui permet d'assurer une confiance pour les bailleurs de fonds internationaux et donc les fonds n'arrivent pas et puis sont conditionnés à des conditions de réforme par le FMI qui sont importantes. Ensuite, plus au sud, on a la Jordanie, qui est un marché qui, lui aussi, est un marché qui, en ce moment, connaît une certaine difficulté passagère, parce que, bien évidemment, il y a le voisin avec le Syrien, il y a donc eu un afflux important de réfugiés et de migrants. Et donc, comme la Jordanie était effectivement dans un ensemble régional avec le Liban, avec l'Irak, qui étaient ses débouchés commerciaux, et bien forcément, ces débouchés commerciaux étant moins en développement, la Jordanie s'en est retrouvée fortement infectée. Donc, ensuite, on a les principaux marchés sur lesquels je vais plutôt m'attarder, qui sont ces marchés-là, les marchés aujourd'hui du Golfe, le GCC. GCC qui n'est d'ailleurs à ce jour pas vraiment une réalité. C'est-à-dire que c'était, pour ceux qui le découvrent, c'est un ensemble qui se voulait un peu à l'image de l'Union européenne avec une monnaie unique et avec un certain nombre de réglementations. Or, on le voit aujourd'hui, il n'y a pas de monnaie unique dans cet ensemble-là et on a des niveaux de TVA qui sont également disparates. 5% pour les Émirats Arabes Unis, 15% pour l'Arabie Saoudite, qui est une mesure qui est tout à fait récente et qui a eu un impact sur le revenu des foyers. Donc, pour parler de la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, et je vous remercie de votre présence, en fait, c'était d'évoquer un peu les similarités et puis les grandes différences entre ces pays et ces ensembles. Aujourd'hui, on le voit déjà, les différences, elles se situent au niveau 1 des démographies. Nous avons des émergents qui sont des poids lourds démographiques avec l'Égypte, 100 millions d'habitants. Ne serait-ce que la capitale, le Caire, aujourd'hui c'est 30 millions d'habitants. Et moi qui ai passé 5 ans à Shanghai, j'étais déjà dans une habitude de ville très peuplée, 28 millions. J'imaginais pas que le Caire avait dépassé Shanghai en population. Mais vous voyez, aujourd'hui on en est là. Donc ce géant démographique de la région, l'Égypte. Ensuite, un autre poids lourd démographique, c'est l'Arabie Saoudite, 33 millions. Et avec une véritable sociologie, c'est-à-dire que la population d'Arabie Saoudite est une population qui a 3 strates avec des gens extrêmement fortunés, bien évidemment, qui tirent avantage du revenu du pétrole, une classe moyenne, et puis il y a des gens plus modestes qui aujourd'hui qui résident en Arabie Saoudite. Ensuite, on a le Qatar et le Koweït, alors qui sont des pays à beaucoup plus petite démographie. Christelle est là, je suis content de la voir. Christelle était ma directrice à Doha il n'y a encore pas si longtemps.
Et donc, c'est des pays où on retrouve des populations à 2,4 millions, 2,6 millions, mais en revanche, avec une particularité qui est extraordinaire pour le Qatar, c'est que le PIB par habitant est à 80 000 $. Imaginez, 60 000 $. Ce qui veut dire qu'on est en France à 40 000. Donc, vous voyez un peu le niveau de richesse de ce petit pays et de cet État, qui est bien évidemment tiré par le gaz. Donc, on voit là déjà, comme je le disais, tant en termes de produit intérieur brut, de PIB par habitant, de population, il y a déjà un ensemble qui est très hétéroclite, mais qui présente un certain nombre de points communs sur lesquels je vais effectivement m'attarder un petit peu plus. Alors, le premier, c'est que dans ces pays-là, le point de similarité, les points qui rassemblent et qui est commun, c'est que la plupart de ces pays ont constitué leur richesse sur le revenu de l'énergie et des énergies fossiles. Et donc, clairement, l'Arabie Saoudite avec Aramco, les Émirats Arabes Unis avec ADNOC et d'autres grands groupes pétroliers, le Koweït, Koweït Oil Company, ce sont toutes des économies qui aujourd'hui se retrouvent à devoir résoudre une équation qui est extrêmement compliquée, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les tendances vont vers un mix énergétique de moins de consommation d'énergie fossile et qu'il faut bien évidemment amorcer une transition pour pouvoir compenser ce déficit des énergies fossiles, même si les réserves existent. Donc, tous ont entamé une transition énergétique, environnementale tardive et se retrouvent aujourd'hui dans une obligation qui les amène à être un peu coincés. C'est-à-dire qu'il faut aller vite, mais on n'a pas forcément toute la connaissance des solutions qui sont disponibles pour pouvoir accompagner ce mouvement de transition énergétique et ce mouvement de transition digitale. Parce que la plupart de ces grands groupes pétroliers, que ce soit en Saoudi ou que ce soit aux Émirats Arabes Unis, sont des groupes qui ont encore une culture d'entreprise qui est un petit peu vétuste et qui n'ont pas encore opéré à une transition digitale et se retrouvent donc avec des structures d'entreprise extrêmement lourdes, extrêmement pesantes, avec beaucoup de personnel, avec des charges et des frais. C'est un peu, si vous voulez, pour comparer le cockpit ou le carré du Pacha du Titanic avec des manomètres versus le centre de commandement de la NASA. Voilà, on est un peu dans cet écart-là, avec cette obligation de pouvoir répondre aussi aux écarts de marché aux clients internationaux. Donc, un point commun, une obligation à marche forcée à travailler sur ce mix énergétique plus ou moins réussi. Donc, autre point commun, c'est là aussi, aujourd'hui, dans le monde, plus aucun État ou gouvernement ne supporte d'être dépendant sur la donne alimentaire dans son pays. Et donc, forcément, là aussi, on est que ce soit en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar ou ailleurs, on est dans cette recherche de souveraineté. Alors aujourd'hui, on utilise plus facilement le mot sécurité alimentaire, mais c'est plutôt le mot souveraineté alimentaire qui pour moi parle le mieux. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on organise son économie, son agriculture, sa distribution alimentaire pour dépendre moins des importations étrangères et pour pouvoir répondre à une demande d'une population de plus en plus en attente, parce que là aussi les habitudes de consommation ont changé et il faut pouvoir répondre à cette demande avec une démographie qui est de plus en plus importante, et je vous les ai cités avec notamment les deux grandes puissances démographiques de la région. Donc un ensemble, vous voyez, qui là aussi, un deuxième point commun, c'est celui-ci. Le troisième point commun, c'est celui de la santé. Clairement, aujourd'hui, les trois pays font face aux mêmes, l'ensemble de ces pays-là font face aux mêmes exigences de santé et aux mêmes exigences de réduire les coûts d'accès à la santé. Parce que tout le monde n'a pas, comme je vous le disais, le même PIB par habitant. Et donc forcément, quand on a une démographie avec une population à 33 millions d'habitants, dont 20% de la population est classe moyenne, eh bien forcément, ça pèse sur la dépense des ménages. Et tout le monde n'est pas comme à Dubaï, avec des accès à un dispositif hospitalier qui, certes, est extrêmement performant, compétent. On trouve des médecins tout à fait remarquables, mais qui restent dans un niveau de facturation, dans un niveau de prestations qui sont très élevées, très onéreuses. Donc, là encore, comment
répondre à de nouvelles maladies qui apparaissent, l'obésité, le diabète, les maladies chroniques, les maladies, l'oncologie, dans un environnement qui aujourd'hui fait face à ces défis de population et qui pèsent sur les budgets publics. Parce que bien évidemment, toutes ces maladies-là, n'étant pas toujours assorties de campagnes de prévention en amont, eh bien, ont pour conséquence que cela pèse sur les budgets de l'État parce que ça a un coût. Donc, voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le détail aussi de ce qui là va faire les différences des pays, entre chaque pays, vous parlez de celui sur lequel aujourd'hui on sent qu'il y a véritablement une croissance et que l'Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, est le pays qui tire le plus la croissance, avec à la fois une opération de charme, comme je le dis, très offensive. Et c'est aussi un peu le contre-effet d'une image qui en Europe et en France est pas forcément très positive. L'Arabie Saoudite apparaît comme un pays, je ne vais pas vous faire forcément les commentaires sur l'actualité d'il y a quelques temps en arrière, mais forcément aujourd'hui la volonté, justement dans le cadre de cette diversification économique, amène à considérer des sujets comme celui du tourisme, avec un patrimoine culturel qui est extrêmement riche. Je pense notamment à Aloula, qui est un site nabatéen qui n'a rien à envier au site nabatéen de Petra en Jordanie, mais qui en revanche n'a pas les infrastructures qui permettent un afflux massif ou moins massif de touristes. Mais c'est vraiment, ça fait partie des sujets, un développement de zones côtières sur la mer Rouge du côté de Red Sea. Ensuite, on a Qiddiya qui sera un ensemble culturel. Et puis beaucoup de sujets, et une ville nouvelle qui s'appelle Neom, qui sera à la frontière avec l'Égypte et puis la Jordanie au nord, qui sera la ville du 22e siècle. Donc voilà, c'est vraiment les points saillants de cette économie, avec ce roi, ce prince qui est très dynamique, avec des réformes sociétales qui sont importantes, mais qui là encore, rencontre une certaine opposition. La jeunesse, bien évidemment, est en ligne et derrière MBS, mais les patriarches ne sont pas toujours très heureux à voir leur petite fille de 18 ans qui prend l'avion pour Londres avec un piercing dans le nez et puis les cheveux verts. Ça crée encore quelques petites frictions qui, bien évidemment, quand on touche à effectivement des réformes de société, tout ça prend du temps. On n'est pas non plus dans une possibilité d'accélération immédiate. Donc, les enjeux sont ceux-là. Je vous laisse découvrir la présentation, la réforme, bien évidemment, par rapport au mix énergétique. Ensuite, créer des nouvelles valeurs. D'ailleurs, vous le voyez, l'Arabie Saoudite s'est lancée véritablement dans une campagne de séduction sur le soft power. C'est eux qui ont organisé le Paris-Dakar. Il y a aujourd'hui de plus en plus de festivals qui sont en train de s'organiser pour sortir de la rente, finalement, de la rente pétrolière et de la rente du tourisme religieux qui est porté par la partie occidentale de l'Arabie Saoudite avec la Mecque et puis Médine. Donc ce sont vraiment là les deux moteurs et les deux générateurs de l'économie saoudienne. Avec aussi en Arabie Saoudite une question importante sur l'emploi. On a aujourd'hui 250 000 personnes qui sont des nouveaux entrants sur le marché de l'emploi. Et là encore, comment est-ce que l'on adresse ce sujet de l'emploi si on ne sort pas des sentiers battus que sont le secteur pétrolier et puis le secteur du tourisme religieux. Alors, l'Égypte, c'est là aussi un bel ensemble avec une ambition de plus de souveraineté, de s'émanciper de ces quatre piliers que sont les quatre rentes de l'Égypte, la rente du canal de Suez, qui a été largement affectée par rapport à la crise par rapport à la pandémie. Moins de trafic mondial, moins de bateaux qui passent par le canal de Suez, ça fait moins de revenus. Le deuxième pilier de l'économie égyptienne, c'est la rémittance des Égyptiens hors de l'Égypte. Et ensuite, on a un troisième pilier qui est celui du tourisme, mais qui lui aussi a été considérablement affecté par rapport à la pandémie. Et puis, le pilier de l'agriculture, qui est parce que l'Égypte est, en tout cas dans toute sa longue, dans l'axe du Nil, est effectivement est un pays agricole qui tarde à amorcer
à l'instar de ce qu'a réussi la Turquie, comme ça a été mentionné tout à l'heure par mon prédécesseur, du J4, l'Égypte n'a pas encore complètement réussi sa transition industrielle et sa réforme industrielle. Il y a bien évidemment des réussites dans le secteur pharma, par exemple, avec Sanofi, avec des partenaires français. On a d'autres entreprises dans le secteur de l'agriculture, de l'aquaculture. Et on voit bien aussi que là, c'est vraiment également en Égypte un sujet, la souveraineté alimentaire et la souveraineté sur d'autres sujets. On le voit avec des difficultés sur la Méditerranée autour des enjeux gaziers qui créent quelques petites tensions avec, justement avec la Turquie en face. Voilà, donc les Émirats arabes unis qui sont eux, en fait, les Émirats, c'est une approche complètement multilatérale parce que les Émirats en soi, c'est sûr, c'est un marché avec une population de 10 millions d'habitants, mais dans ces 10 millions, il n'y a que 10% d'Émiriens. C'est-à-dire que 1 million d'Émiriens vivent aux Émirats, 3 millions d'Indiens, 400 000 Iraniens, et donc ça fait vraiment une mosaïque avec une population que l'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir en Europe, des Pakistanais, des Sri Lankais, des gens du Bangladesh, et ainsi de suite. Et donc tout ça, effectivement, constitue cette mosaïque qui vit de façon tout à fait pacifique et qui coexiste paisiblement. C'est très agréable de vivre à Dubaï pour ça, parce qu'il y a un respect d'autrui et on a le sentiment de pouvoir vraiment se déambuler sans aucune ni animosité, ni regard hostile ou autre. Donc là, le pari de la tolérance a été gagné. En atteste la création d'une île à Abu Dhabi où il y aura la construction des 3 lieux de culte des religions du livre, donc avec une église, avec une synagogue, avec une mosquée, donc, et les 3 se font face. Donc c'est là aussi la volonté des Émirats d'afficher, à contrario d'autres pays voisins, un peu moins de radicalité et plus d'ouverture et plus de tolérance pour pouvoir, là encore, avoir une certaine longueur d'avance sur l'Arabie Saoudite par rapport ne serait-ce qu'à l'économie touristique. Les Émirats font leurs revenus sur le tourisme. D'ailleurs, la compagnie Emirates est un de ces moteurs de croissance qui, clairement, avec la plateforme de l'aéroport de Dubaï, permet de pouvoir accueillir. Nous, depuis maintenant plusieurs mois, nous accueillons des touristes à Dubaï. Alors, moins pendant l'été, parce que c'est une saison qui est pas la plus agréable, mais en tout cas, on a tenu des salons, on a vu des touristes qui arrivaient, on a même vu des touristes israéliens qui sont venus dès la signature de l'accord d'Abraham en août 2020. C'était quelque chose de 300 000 touristes israéliens qui sont arrivés à Dubaï. Ça a été assez inédit, à tel point que certains restaurants proposent des menus cachers. C'est quand même en kiudi il y a quelques temps en arrière. Donc, vous voyez que tout ça a également aussi un impact sur l'industrie agroalimentaire. Donc, nous, on a une relation bilatérale qui est très bonne. On a même un excédent commercial qui est quand même porté aussi par l'aéronautique. Mais là où ça a été dur, c'était cette année, pendant la pandémie, on a eu moins 25% d'exportation de produits alimentaires parce qu'on a une supply chain qui était moins compétitive que la supply chain des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont une marketplace qui leur permet de pouvoir faire du groupage avec du sourcing européen. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça leur donne des volumes qui leur permettent de pouvoir être très compétitifs sur le transport. Donc les Émirats, c'est vraiment aussi cette valeur de hub régional. C'est la deuxième plateforme marketplace du monde et qui s'est construite sur la base d'un modèle très singapourien. L'inspiration de Dubaï, c'est vraiment cette inspiration à la fois par rapport à son ouverture, par rapport à cette place maritime, par rapport à ces carrefours des routes entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe. C'est vraiment ce modèle-là, plus effectivement très tôt l'idée que il fallait pouvoir préparer l'avenir après le pétrole et donc constituer ces fameux fonds souverains qui mettent aujourd'hui les Émirats arabes unis, a fortiori l'Émirat d'Abu Dhabi, à l'abri de risques financiers trop importants pour maintenir un niveau de confiance auprès des banques, pour pouvoir se réassurer, pour pouvoir maintenir un niveau de confiance auprès des bailleurs de fonds. Donc vraiment une santé financière qui est saine, qui est bonne, même si l'économie a été très affectée pendant la pandémie, puisque c'est une économie qui est très exposée à l'international. Elle s'est contractée de 6,2%, mais la relance est là et l'économie
a effectivement été renforcée en plus d'une injection de plusieurs milliards de dollars par rapport à l'Expo 2020. Mais c'est vrai que derrière se pose cette question-là, qu'est-ce qui va se passer après? On est quand même un petit peu encore dans cette interrogation de ce que le modèle économique de Dubaï devra réinventer. Est-ce qu'il devra se porter sur la connaissance, sur l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, les pistes sont nombreuses. Le programme, il y a une ambition. Alors, j'en ai parlé avant, enfin c'était écrit, mais en Arabie Saoudite, il y a le programme qui s'appelle Vision 2030, qui est un programme colossal, qui en plus dont le financement est complètement décorrélé des budgets de l'État, puisqu'il est financé par le PIF. Le PIF, c'est le Public Investment Fund, c'est un des fonds souverains de l'Arabie Saoudite, et donc dès lors que les programmes de la Vision 2030 sont financés par ce PIF, on a l'assurance qu'ils se réaliseront, en tout cas qu'ils ne souffriront pas de révision budgétaire ou de dégradation budgétaire. Donc ça, c'est vraiment aussi une des forces de ces pays qui ont réussi à être beaucoup plus dans l'anticipation sur la base de leurs revenus liés au pétrole. Donc les Émirats arabes unis, c'est vraiment aussi, et ça on ne le voit pas de loin parce que c'est vrai qu'il faut un peu zoomer sur le pays, mais c'est 7 Émirats. Qui dans l'audience connaît le nom des 7 Émirats? Je serais assez curieux de savoir ça, mais bravo monsieur. Il y a 7 Émirats, donc les deux plus connus bien sûr c'est Abu Dhabi et puis Dubaï, mais il y a au nord Ras Al Khaimah, il y a un petit émirat qui s'appelle Ajman, il y a un autre émirat qui s'appelle Al Quwain, et puis il y a encore un autre émirat qui s'appelle Fujairah, et Sharjah bien sûr. Et en fait, on voit bien comment s'organise aujourd'hui la répartition des priorités, des charges sur les Émirats arabes unis. Abu Dhabi assis sur ses certitudes avec une sécurité financière presque insolente. Dubaï, la place d'ouverture pour le commerce. Fujairah reste un émirat qui reste intéressant parce que c'est un émirat qui est stratégique dans la mesure où il permet une ouverture sur le reste du monde dans le worst scenario, le worst case, si le détroit d'Ormuz était fermé par rapport à un voisin qui peut parfois être un peu agité. Et donc certains bateaux ne franchiraient plus le détroit d'Ormuz. En tout cas, pour les questions de pétrole, il y a à Fujairah des stocks de pétrole qui permettent de pouvoir continuer à servir les clients mondiaux. Donc ça, c'est un émirat qui est stratégique. Mais c'est un émirat sur lequel aussi, on le voit, la plupart des investissements qui se réalisent, des investissements publics, sont des investissements plutôt portés par l'éducation. On investit dans les écoles, c'est du social. Abu Dhabi investit dans la culture, avec le Louvre Abu Dhabi, avec la Sorbonne Abu Dhabi, dans la connaissance, dans le savoir. Dubaï investit dans les infrastructures de logistique. Les deux réacteurs de Dubaï sont le port, Jebel Ali avec DP World, et puis le port de Dubaï, l'aéroport avec Emirates. Donc on voit bien qu'il y a puis il y a Sharjah qui a effectivement un émirat intéressant qui lui a pris le parti de la culture aussi, avec une foire du livre qui commence à avoir une notoriété importante. Et puis Ras Al Khaimah, c'est plutôt la nature, c'est là où se trouve le sommet le plus élevé des 7 émirats. Donc, mais la crise a révélé aussi des tensions entre les Émirats parce qu'on l'a vu, Abu Dhabi qui a moins besoin de cette exposition internationale a fermé son émirat longtemps. Il n'y a que depuis maintenant 2 semaines qu'on peut passer la frontière entre les deux Émirats sans test PCR. Ça n'était pas possible il y a encore 15 jours. Et ça a effectivement eu un impact sur le développement des relations entre les différents Émirats. Alors, le Koweït, c'est un pays sur lequel il est intéressant de se poser quelque temps parce que c'est un pays qui est méconnu. On le doit également à cette modestie dans la communication que les Koweïtis ont adoptée depuis l'invasion de l'Irak. Et donc, depuis cette invasion-là, ils ont effectivement eu une attitude un peu plus humble par rapport à leur propre communication. Mais c'est un pays qui vraiment est digne d'intérêt. Et sur lequel moi je vous invite vraiment à vous interroger, à aller creuser un peu parce qu'il y a de la richesse, il y a une vie parlementaire. Alors certes, elle est parfois un peu paralysante parce que le jeu des parlementaires est parfois un jeu un peu bloquant, mais au-delà de ce paradigme, il y a vraiment des projets qui sont aujourd'hui portés massivement par des Chinois dans cette région-là.
ici du Koweït, avec notamment des ports, avec des infrastructures, avec des gros projets, notamment de l'énergie, mais de l'énergie renouvelable. Et donc, on a là de belles opportunités. Pour vous dire, il y a eu pendant la crise, bien sûr, des appels au boycott des produits français, parce que ça avait été aussi c'était le fait probablement de personnes radicales, mais ça n'a jamais été repris par les publics, hein, ni par la presse. Ça a été et c'est parti un peu du Koweït. Mais finalement, ça nous a permis de pouvoir également bien comprendre le pourquoi du comment. Et puis on est à nouveau allé les voir et on a pu rediscuter. Et on voit aujourd'hui que la France au Koweït a fait partie des pays qui ont une image extrêmement positive, pas que dans le luxe, pas que dans la technologie, mais dans l'ensemble des autres offres possibles et qui sont souvent le fait d'offres de PME, PMI. Donc, autre point commun, parce que ça m'y fait penser quand on voit que en fait c'est un État omniprésent. Ça aussi c'est un peu une transversale, hein. C'est quelque chose qu'on peut voir dans l'ensemble de ces pays-là, même si elle est moins visible et moins affichée. Aux Émirats Arabes Unis, les parois sont pas étanches. On voit bien le secteur privé, le secteur public, tout ça discute beaucoup, et ça a son... Donc à la fin, c'est à qui est-ce que je m'adresse? Et ça peut un peu parfois brouiller les cartes, parce qu'il y a cette difficulté de savoir, parce qu'on n'adopte pas le wording, le même langage, selon à qui on a affaire. Donc, mais on voit bien que le poids de l'État dans l'ensemble et le poids du régalien est commun à beaucoup des pays de la région du Golfe. Je terminerai avec le Qatar, qui lui, voilà, est... en fait, on croit tous connaître le Qatar parce que on a le PSG, on entend Qatar Airways, mais en fait, quand on y regarde, on ne connaît pas vraiment beaucoup le Qatar. Et donc, je crois que là, sur ce pays-là, il y a de vraies opportunités. Aujourd'hui, elles sont portées par le secteur gazier, avec de très gros contrats et toute la chaîne de supply chain et toute la chaîne de valeur qui va avec ces contrats gaziers, parce qu'il y a bien évidemment toute une stratégie de liquéfaction de ce gaz. C'est un pays où le PIB par habitant est le plus élevé, donc tout le secteur du luxe y connaît une croissance à 2 chiffres. Rappelez-vous, Christelle, dès que le lockdown a été terminé, il y avait des files d'attente devant la boutique Rolex, parce que certains avaient développé une telle addiction à la Rolex qu'il fallait se précipiter tout de suite pour aller en acheter une. Donc voilà, les secteurs que j'ai balayés devant vous, avec les grandes transversales, énergie et tout ce qui permettra d'accompagner cette transition à la fois environnementale, digitale, mais c'est le secteur alimentaire, dans la mesure où votre offre ou l'offre des entreprises françaises sera porteuse de valeurs locales. Aujourd'hui, ce que l'on entend, c'est vraiment ça, c'est le maître mot. En anglais, on appelle ça IVC, In-Country Value, ICV, pardon. In-country value. C'est ce que l'on entend. Donc c'est l'emploi des Saoudiens, l'emploi des Émiriens. Bon, alors, les Émiriens, c'est un peu plus compliqué, ils sont moins nombreux, mais en tout cas les Saoudiens, eux, sont dans cette logique de pouvoir apporter des réponses d'emploi auprès des 250 000 nouvelles personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi par an. Voilà, donc le Qatar a souffert de cet isolement. Vous le savez, il y a eu un appel au boycott qui a duré pendant 3 ans, qui a été levé il n'y a pas longtemps, mais quelque part les relations ont été affectées par rapport à ça, dans une logique de géopolitique du GCC. Et aujourd'hui, il faut quand même aussi se l'avouer, c'est pas non plus redevenu à un niveau où les choses sont revenues à la normale, hein. Entre Doha et Abu Dhabi, c'est pas encore complètement tout à fait pacifié. Les deux pays n'ont pas encore rétabli un niveau de liaison aérienne, de relations qui aujourd'hui nous dit que les choses se sont vraiment tassées. Après, c'est vrai que le Qatar a aussi, ces derniers temps, avec la crise afghane, fait la démonstration de ses capacités à être un player dans la diplomatie et a été la plupart des négociations qui se sont faites en tripartite. Et joue aussi ce rôle de sas entre finalement le monde occidental et puis l'Iran. Hein, le Qatar parle à l'Iran, on le sait.
Donc c'est aussi une des façons pour le Qatar de pouvoir exister sur la map monde et puis de revendiquer une expertise, un savoir-faire. Et puis bien évidemment, il y a la Coupe du Monde qui va se jouer prochainement et qui là encore sera porteuse à la fois d'opportunités dans le secteur du tourisme, dans le secteur des services et du divertissement et bien d'autres encore, de l'alimentaire. Voilà, j'ai été quasiment, j'ai monopolisé la parole des 30 minutes qui m'étaient accordées. Alors merci beaucoup. Et ça voilà, c'est l'organisation de Business France dans la zone. Merci beaucoup d'avoir balayé tous ces éléments. Alors peut-être qu'on peut prendre une question très rapidement. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. Que signifie le GIGE? C'est la Confédération des pays du Golfe. Alors rapidement, peut-être une question sur l'Expo 2020. Oui. Moi j'ai une question sur les PME françaises. Comment elles trouvent leur place en fait dans un événement d'une telle ampleur, rapidement? Merci Marie-Catherine. Oui, c'est important. En plus, on a organisé la journée France le 2 octobre en présence de Jean-Yves Le Drian et puis de Franck Riester. Et c'est vrai que c'est tout à fait pertinent, Marie-Catherine. Le pavillon France, pour la première fois dans une exposition universelle, a un espace dédié aux PME-PMI. Le 4e étage du pavillon France est une véritable porte-avions pour les PME, avec un business center, avec des salles de réunion, avec des salles de conférence, avec tout l'équipement qui permettra de valoriser l'offre. Donc en fait, Business France, avec la Cofrex, a une convention qui permet de pouvoir organiser des événements de promotion, de rencontres d'acheteurs, de rencontres de distributeurs pendant toute la durée de l'exposition. Souvent, ces délégations sont également constituées en cohortes portées par des régions. On aura la région Normandie, la région Île-de-France, on a la région des Pays de la Loire. Enfin, on a beaucoup de régions qui vont venir dans des logiques aussi de valorisation de leur territoire pour proposer un marketing territorial, dire ô combien il fait bon investir en Normandie ou en Occitanie et profiter de la présence des entreprises pour dire aussi que des entrepreneurs audacieux prospèrent dans une région parce qu'il y a des infrastructures qui permettent de pouvoir les accompagner dans leur développement. Merci beaucoup, Frédéric Szabo. Merci à vous. On se retrouve dans 10 minutes pour un atelier avec le témoignage de l'entreprise Sigfox qui s'est développée aux Émirats Arabes Unis. Merci beaucoup.